Première question. Oui. Alors si vous pouvez vous présenter à chaque fois. Bonjour, Marc Gingold, retraité. J'ai bien aimé votre fait que vous avez appuyé sur le fait de l'individualisation, parce qu'en fait, vous dites qu'on voudra changer de quartier, mais en fait, on a envie de changer de quartier parce qu'il y a des gens qui sont stables et qui, effectivement, font la spécificité de ces quartiers. Parce que si tout le monde change, si tout devient le 16e ou tout devient le 18e, il n'y aura plus besoin de changer de quartier. Et puis également, comme maintenant, au-delà de la technique de la construction, est-ce qu'il y aura une garantie décennale des services? Enfin, oui, comme il y a une garantie pour les bâtiments. Absolument pas. Les services, généralement, ils ont une charte de services, mais on ne peut pas garantir le fonctionnement d'un service numérique au moins pendant 10 ans. Vous savez, tous les jours, il y a des services qui sont refondus, qui s'arrêtent, qui disparaissent de vos smartphones. Voilà, c'est la vie des services qui est vraiment très très différente. C'est pour ça que j'ai appuyé sur ce point-là. Ensuite, sur le premier point que vous évoquiez, évidemment, c'est un modèle purement prospectif de se dire qu'on va tous aller surfer sur de la location, de l'accès, etc. Je pense aussi que c'est c'est une idée que se font peut-être les jeunes générations. Moi, je me la fais en disant peut-être que j'achèterai jamais un bien, en me disant que voilà. Mais aussi parce que l'accès à la propriété est plus compliqué, plus cher, etc. Donc, est-ce que ça n'est pas une sorte de vue de l'esprit des jeunes générations qui, pour se consoler de ne pas pouvoir rentrer dans le modèle des anciens, se disent qu'ils vont développer autre chose qui est l'expérience, l'accès. Ça, je pense qu'il faut l'étudier. Est-ce que c'est une vague consolation en tout cas, moi, je me projette assez bien là-dedans. Voilà. Sinon, moi, j'aurais peut-être... Bonjour. Arthur Marinco, je travaille chez EDF. Donc, vous dites que vous voulez faire des espaces aménagés ou du côté du promoteur qui prend en compte l'évolution des usages du point de vue de l'utilisateur. Mais comment est-ce que vous faites pour, en temps réel, une fois qu'un immeuble est construit ou des logements sont construits, sont fonctionnels, faire évoluer justement cet usage en prenant en compte l'expérience de l'utilisateur pour justement toujours maintenir le même niveau de service et toujours permettre l'évolution avec l'évolution des technologies en fonction de ce que fait l'utilisateur. C'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de la réversibilité des bâtiments. C'est aussi travailler sur toute la conception des bâtiments. Et dans notre démarche de ville intelligente, Smart City, Smart Green et autres, on essaye de rencontrer un certain nombre d'acteurs, incubateurs, start-up, etc., qui nous propulsent justement sur qu'est-ce que l'usage et le besoin de demain pour pouvoir concevoir ces bâtiments, qu'ils restent... Alors, aujourd'hui, vous allez me dire, c'est peut-être une vue d'esprit, mais c'est ne serait-ce que dans son mode constructif, comment il peut devenir évolutif. On avait commencé à travailler avec des promoteurs sur l'évolutivité d'un logement, comment je fais pour avoir une pièce en plus quand il y a l'arrivée d'un enfant, comment je peux transformer mon logement quand j'étais seule, maintenant on est deux, ou je deviens une personne âgée, comment... Bon, voilà. C'est des sujets aujourd'hui qui sont déjà en train d'être traités. Il y a déjà des réponses qui sont aujourd'hui apportées. C'est toute la question de la connectique, la question des données, comment aujourd'hui on installe des capteurs très en amont pour assurer la collecte des données, etc. Donc c'est vraiment aussi l'architecte reprend, l'architecte, les BET, il y a plein de métiers, encore une fois, qui se créent autour de la conception aujourd'hui, et on en rencontre nous-mêmes de plus en plus. Avant, nous, on avait l'architecte de la ZAC, qui faisait le master plan, les architectes des promoteurs, et on concevait quelque chose où demain il fera bon vivre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de techniciens, d'experts que l'on met autour de la table pour se dire qu'on va créer un immeuble intelligent.
Alors, juste aussi pour répondre à votre question, garantir après coup, après la livraison, effectivement, que les personnes qui vont gérer ces services s'adapteront, on ne peut pas le garantir. Les technologies évoluent tous les jours, donc ça c'est très compliqué à garantir. Ce qui est important, c'est que les habitants, les usagers, prennent l'outil et vivent avec et le fassent eux-mêmes évoluer. Et je vais vous donner un petit exemple, mais qui n'a absolument rien à voir avec le numérique, mais qui est assez symbolique, et je pense que c'est dans la tête des gens. Nous travaillons dans le groupe sur la construction de résidences intergénérationnelles. Donc l'idée, c'est au sein d'un même immeuble d'associer des jeunes, des anciens, des familles, et essayer de créer du lien. Je pense qu'on habite tous dans la région parisienne, c'est très difficile de créer du lien dans nos logements, dans nos logements sociaux ou dans nos copropriétés. Donc on a fait appel à une société qui a mis en œuvre un système d'accompagnement. Alors c'est plutôt aujourd'hui orienté vers les bailleurs sociaux, mais un système d'accompagnement pour créer ce lien intergénérationnel. Donc il y a une personne qui va être dédiée, on va construire un local spécifique dans l'immeuble, pour organiser des réunions, organiser des activités, pour créer cette solidarité entre jeunes et anciens. Et on a cette personne qui accompagne, qui va être là pendant 2 ans, 3 ans, et qui petit à petit va se retirer. Et les exemples aujourd'hui de réalisation de ce concept font que les habitants eux-mêmes ont pris la main et gèrent eux-mêmes du coup ces services communs. Je ne dis pas que ça marchera à 100% à toutes les occasions, mais à partir du moment où les habitants sont impliqués et que la connaissance est faite, que le lien est fait, et ben ça évolue tout seul et les gens prennent en main les choses. Voilà. Donc je pense qu'on peut imaginer que pour l'évolution de ces services, aussi, les usagers viennent et demandent, soit acteurs, participent avec le gestionnaire de ces services numériques et autres, et fassent évoluer les choses. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut envisager les choses. Mais il faut qu'à la base, en tout cas les premières années, qu'il y ait un lien contractuel clair avec tous ces acteurs pour qu'il y ait à minima une mise en service. Ouais. Bonjour, Julien Neyers, je suis là, de Métropop. Nous, on travaille avec des habitants sur comment construire justement la métropole de demain, notamment dans les quartiers populaires. Et ce qui ressort beaucoup de tous ces ateliers de coproduction qu'on fait avec eux, c'est 2 choses, mais vous venez de répondre à une des premières choses. C'est d'abord effectivement comment on conçoit des espaces collectifs, des espaces de vie, des relations intergénérationnelles, des liens entre les habitants. Voilà, donc comment c'est intégré à la construction de ces nouveaux quartiers. Et puis aussi la multifonctionnalité, c'est-à-dire au-delà de la création de services, d'usages, etc., comment on intègre la vitalité économique et commerciale à un quartier, comment on intègre l'accès à des services publics essentiels, comment est-ce qu'on intègre finalement la globalité des fonctions et non pas, comme ça a été fait voilà, depuis 50 ans, la séparation de l'ensemble de ces fonctions. Comment on pense l'accès global à ces nouveaux quartiers et d'une certaine manière aussi le modèle économique, c'est-à-dire que pour avoir accès aux nouveaux usages et aux nouveaux services, bah, il faut peut-être aussi avoir du travail, un emploi, pouvoir s'y rendre, etc. 2 expériences qui sont menées au niveau de Sequano sur nos opérations. Tout ce qui est action éphémère sur la réappropriation par les habitants déjà, avant même des nouveaux habitants, des espaces qu'on va reconfigurer dans le cadre des opérations de ZAC. On a monté des amis, c'est pas la question, c'est pas le modèle, mais c'est surtout que c'est appel à manifestation d'intérêt, pardon, sur tout ce qui était action éphémère sur des fonciers maîtrisés, non opérationnels pour l'instant. Et c'était des actions qui tournent vers une projection du projet futur. C'est-à-dire que donc il y a eu des actions sur l'agriculture urbaine, sur les modèles d'habiter. Donc ce sont des actions qui sont menées avec les associations de ces territoires, les établissements scolaires. Donc c'est aussi faire partager
aux habitants les projets futurs. Il y a une deuxième action qu'on a menée, c'est toute une action sur le réemploi des matériaux, donc développer une filière réemploi de matériaux avec des associations également, et créer aussi par exemple du mobilier urbain pour se réapproprier des espaces qui étaient totalement délaissés parce qu'on construit de la ville souvent sur des zones industrielles qui étaient donc pas attractives pour les gens. Donc c'est ça aussi, créer la multiplicité des services aussi, mais par la réappropriation des espaces dans le temps de l'aménagement. Et juste pour un petit complément, toutes les opérations d'aménagement, en tout cas les récentes, sans revenir plusieurs décennies en arrière, aujourd'hui sont conçues pour qu'il y ait effectivement une qualité des espaces publics, une qualité des usages, et tout un travail sur les commerces de quartier pour faire en sorte effectivement que ces quartiers vivent, que ce ne soit pas effectivement un quartier d'habitation isolé sur une friche industrielle tout seul dans son coin et qui vit une autarcie, ou que ce soit uniquement qu'un quartier de bureau qui fonctionne que de 8h à 20h le soir. Donc aujourd'hui, toutes les opérations d'aménagement sont conçues, et les maires y sont forcément très attachés, pour que la vie prenne derrière. Donc un énorme travail de réflexion sur les équipements publics, les espaces publics, les commerces, les structures associatives, pour que la greffe prenne. Alors ça ne marche pas à 100% à chaque fois, mais globalement, sur les dernières opérations qui ont été réalisées, je pense que de ce côté-là, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Alors, je vous propose qu'on prenne une dernière question, et puis ensuite, de toute façon, alors on prend les deux dernières questions ensemble peut-être, et puis ensuite, il y aura une pause de 10 minutes donc, qui vous permettra de toute façon d'échanger avec les intervenants. Oui, j'ai beaucoup aimé l'intervention de l'agence d'innovation, Caroline, je ne sais pas votre nom, qui a évoqué l'enjeu, j'ai peut-être pas donné mon nom, Bertrand Avril, de l'association Habitat et Humanisme. Vous avez évoqué l'enjeu du vivre ensemble, mot très important. Le vivre ensemble, effectivement, le risque c'est de ne parler que de villes durables, de villes intelligence, de smart city et compagnie. Je ne nie pas l'importance, mais je pense que l'enjeu de la cohésion sociale est absolument essentiel. Et donc, tout ce qui sera prévu pour faciliter la mixité sociale et la mixité générationnelle, M. Desfages a évoqué les résidences intergénérationnelles, me paraît absolument essentiel pour assurer la cohésion sociale, la cohésion dans les villes et dans nos quartiers. Merci pour ce témoignage. Et donc la dernière question, si vous voulez. Oui, vous avez beaucoup parlé Michel Autier, vous avez beaucoup parlé de mobilité. Et dans cette affaire, vous vous heurtez à quelque chose, une espèce d'aporie, c'est que ce que vous avez à gérer, c'est des immeubles, c'est-à-dire le nom le dit bien, quelque chose qui est immobile. Or, à l'intérieur de cette chose qui est immobile, on a quand même des choses à déplacer qui sont des meubles. On est confronté au problème général du déménagement, dont chacun sait qu'il est une des causes importantes de dépression des gens. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez pensé, au même titre que dans les 30 dernières années, on était posté sur des ordinateurs fixes, et le travail est devenu mobile parce que les instruments de production sont eux-mêmes devenus mobiles, et que le changement de travail et de fonction et de métier fait aussi que les pratiques deviennent mobiles. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on abandonne ce concept d'immeuble et qu'on habite des objets mobiles? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des appartements cliquables? Est-ce que vous songez à ce genre de choses? Est-ce que c'est complètement utopique? Est-ce qu'on peut envisager que le jour où on change de travail pour aller d'un quartier dans un autre, on arrête de se déplacer pour aller de son ancien habitat vers son nouveau travail, mais qu'on déplace tout son habitat pour aller le poster sur un système de plugage dans lequel les choses auraient été prévues? Moi, dans ce sens-là, j'ai vu ou entendu parler de 3 initiatives intéressantes. Alors, il y en a une qui est vraiment très prospective, qui se dit
On fait des immeubles, c'est évidemment des gens de la Silicon Valley qui ont pensé à ça. On fait des immeubles, par exemple, qui sont constitués de 9 capsules toutes identiques. Donc la capsule est un appartement. Et en fait, la personne y habite pendant 2 ans et elle a mis sa capsule dans une unité de vie à San Francisco. Puis il se trouve qu'elle déménage sur la côte Est, donc elle va à New York. Et puis en fait, elle déplace sa capsule qui est transportée par camion. Et son appartement la suit. Donc ça, c'est la façon la plus matérielle de faire les choses. On réfléchit sur un deuxième modèle qui est de se dire des modes d'habitat quasi standardisés mais facilement personnalisables, qui se ressemblent tous pour des gens qui sont très mobiles et qui ont des vies professionnelles, par exemple, qui les amènent à vivre 6 mois par-ci, 6 mois par-là, 6 mois voilà. Et de se dire qu'ils vont retrouver à chaque fois les mêmes standards d'expérience qui peuvent être les appartements se ressemblent, je retrouve aussi le même service de conciergerie, on me retrouve parce que j'ai une sorte de compte client qui vaut sur tout un club d'espace de vie. Et puis, donc ça, on a la moitié entre services et matérialité. Et puis après, ce à quoi il faut penser, c'est l'économie collaborative, ces plateformes où on vous permet d'aller vivre chez les autres pour être mobile. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus rien à vous et qu'on vous prête. Enfin, on vous prête ou vous louez. Bon, il faut accepter d'aller dormir chez les autres. Ça fait du lien, effectivement. À nos 3 intervenants et puis donc il va y avoir donc ce qui est prévu, c'est une petite pause de 10 minutes si vous voulez bien maximum pour enchaîner ensuite sur la deuxième table ronde.